Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien pour vous, autant que faire se peut. Aujourd'hui, on va revenir sur un des sujets phares de la chaîne, qui est la manipulation perpétuelle par le symbole, entre autres, dans toute la culture. Une manipulation symbolique et une manipulation systémique tout court qui existe depuis des siècles et des siècles, qui est présente et gangrène absolument toutes les institutions, tous les domaines, le religieux, le médical, le culturel, etc. Sans parler bien sûr des médias d'information et compagnie. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai relevé récemment à propos de plusieurs films et jeux vidéo importants de ces dernières années. Alors on va parler aujourd'hui de ce que j'appellerais ici le venin noir. Vous pouvez appeler ça autrement d'ailleurs, peu importe. Au moins on se comprendra ici avec ce terme. On va donc aborder plusieurs films et jeux vidéo aujourd'hui de ces dernières années et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière justement. On va commencer donc par donner une petite liste non exhaustive de ces films et jeux vidéo. Ensuite, on expliquera où ça va, tout ça. Et on va peut-être même le faire maintenant, on va peut-être commencer par ça. Ça coïncide, cette espèce d'explosion des figures du venin noir, appelons donc comme ça ici aujourd'hui, dans la culture. Ça existe depuis toujours, on va le voir aujourd'hui, mais on a une explosion dans des grands films et des grands jeux vidéo ultra médiatisés, vraiment depuis 2018. 2018 qui va être l'année de le premier film Venom, hein. Donc Venom qui veut dire venin, il me semble en anglais, qui est un personnage issu de l'univers Spider-Man, pardon. Donc Marvel. Ça doit exister depuis les années 70, ce personnage de Venom. Donc c'est d'ailleurs amené par Spider-Man à la base, qui est dans une expédition sur une planète pour un grand tournoi orchestré par une espèce de dieu démiurge. Bon, voilà, on s'en fout au final aujourd'hui. On va pas partir dans 10 000 tunnels. Il revient sur Terre avec ce qui s'appelle en français la symbiote, qui est une espèce de matière noire, mi-liquide, mi-psychique en fait, et qui peut donc prendre possession d'un corps. Elle prend d'ailleurs possession de Spider-Man, ce qui le transforme en Spider-Man noir. Et quand il va réussir à exclure de son corps ce mauvais principe, ça va aller chercher un autre hôte. C'est un peu le même principe qu'Alien. Hein, c'est deux éléments extraterrestres d'ailleurs dans les deux cas. Les aliens sont noirs aussi. On est dans la même période, au début des années 70. Et donc il va y avoir un nouveau personnage dans l'univers Marvel, un nouvel antagoniste de Spider-Man qui s'appelle Venom, et qui est donc une espèce d'anti-Spider-Man qui peut prendre à peu près toutes les formes qu'il veut. Ça, c'est assez intéressant. Bon. Et qui peut donc partir d'un corps et contrôler un autre corps s'il arrive à rentrer dedans, hein, tout simplement. Bon. Alors, ce principe, il existe depuis longtemps. Le principe de se faire posséder par quelque chose de noir, évidemment, symboliquement, c'est un thème très vieux. Hein, c'est pas la peine de le préciser. Mais on va voir que ça a pris une tournure particulière ces derniers temps, et surtout un focus particulier. Parce que, alors certes, Alien, il y a une nouvelle déclinaison toutes les 5 minutes. Comme tant de grosses licences qui viennent de cette culture, c'est des anneaux Star Wars, Harry Potter, bon voilà, hein, plus c'est mauvais, plus ils nous en donnent à bouffer, hein, ça c'est comme la bouffe physique, la bouffe psychique finalement pour eux. Et donc en 2018, on a le premier volet d'une trilogie Venom, où Venom est le héros, hein, parce que ça devient un personnage gentil à un moment donné dans l'histoire de Spider-Man et compagnie.
Euh, avec donc un premier opus 2018, un deuxième opus je sais pas quand, et un troisième opus qui est sorti l'année dernière en 2024 avec Tom Hardy, l'acteur principal. Bon, c'est des bouses, je crois pas en avoir vu un, j'ai vu des trailers, ce sont des films mauvais. Alors, sur le fond, évidemment, comme tous les films de super-héros, je vous renvoie à l'émission live numéro 15, tous les super-héros sont des alters. Hein, retrouver ce principe de dissociation psychique à la base de toutes les biographies de super-héros, hein, avec souvent un contexte où ils sont enfants livrés à eux-mêmes, dissociés par une figure adulte ou animale ou bestiale ou mauvaise, et donc créer un alter et fonctionner avec ce principe schizophrénique par la suite pendant toute leur vie, quoi, hein. Ce principe de dissociation psychique, de double personnalité chez absolument tous les super-héros. Après voilà, vous étudiez Spider-Man qui devient plus ou moins Spider-Man à cause de la mort de son oncle, Batman qui devient Batman à cause de la mort de ses parents. Il y a toujours un traumatisme dans la biographie des super-héros qui engendre leur mutation, transmutation et dissociation. On a déjà beaucoup abordé ce thème dans plusieurs vidéos, je vous laisse fouiller. C'est partout dans notre culture, hein, dans les livres pour enfants, l'histoire de super-héros, dans les mangas. Bon, c'est quand on arrive à voir les codes symboliques et comprendre que finalement il y a le même schéma derrière Alice au Pays des Merveilles que Batman, même si la forme est tout à fait différente, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Hein, il y a cette espèce d'initiation au mal masquée, cryptée, qui existe depuis des siècles aussi. On pourrait parler ici des vieux contes, des contes traditionnels ressuscités, remis à l'ordre du jour par Grimm, Perrault et compagnie, mais on en a parlé dans les vieux lives, justement, à partir du numéro 12. Pour les nouveaux, franchement, je vous encourage à commencer par le début, hein. Sinon vous n'allez pas pouvoir tout comprendre et on peut pas toujours tout réexpliquer. Donc, si ce principe existe depuis toujours, il y a quand même une significative recrudescence de ce symbole du liquide noir qui prend le contrôle de l'homme récemment. Donc premier film Venom 2018, ensuite Terminator Dark Fate, qui est le dernier gros film Terminator que j'ai vu au cinéma d'ailleurs à l'époque, c'est-à-dire en 2019. Ah, retenez bien les dates. Où on a donc un personnage du méchant qui est, à l'instar du Terminator numéro 2, une espèce d'entité mi-liquide, mi-intelligence artificielle, qui peut prendre le contrôle de n'importe quel humain et prendre n'importe quelle forme. On se demande pourquoi, si elle peut prendre n'importe quelle forme, elle doit prendre le contrôle d'un être humain, mais enfin bon, c'est évidemment avec cette volonté d'imprimer symboliquement cette prise de possession du corps par quelque chose de noir lié à l'intelligence artificielle ou lié au mal. On va voir pourquoi après. Donc, effectivement, dans Terminator, bon, il faut tuer l'autre avant de pouvoir prendre possession de son corps, quoi, hein. Un petit peu comme dans le 2. Ou alors, on prend possession de son corps et quand on s'en va, il est mort, hein. Il résiste pas à cette possession, on va dire. Alors, la différence entre l'épisode numéro 2, réalisé par James Cameron en 91 ou 92, et la dernière itération de cette franchise, qu'il recycle à tout va. Il y a une série, il y a eu 4 ou 5 films, il y a des jeux vidéo, etc. C'est que le personnage méchant, donc liquide IA noir, est noir, tout simplement. Alors que dans l'épisode numéro 2, c'était couleur mécanique. Ça a très mal vieilli, d'ailleurs, les effets spéciaux de Terminator 2, qui est techniquement un chef-d'œuvre, hein. Et je dis bien techniquement parce que dès le premier Terminator, James Cameron, il bosse pour le système, hein, on va dire, pour rester poli. Avec Titanic aussi, hein. Pourquoi James Cameron fait un film sur Titanic? C'est pour romantiser et créer un mythe à partir de ce film qui détourne complètement de la réalité, c'est-à-dire pourquoi le Titanic a coulé.
Bon, évidemment, c'était pour zigouiller tous les riches milliardaires qui étaient à son bord et qui s'opposaient à la création de la Banque fédérale américaine. Avec ce fameux épisode de JP Morgan qui, le jour même, décide d'annuler son embarcation sur ce bateau. Hein. Ça rappelle un peu Silverman qui ne va pas travailler le seul jour dans sa vie où le World Trade Center se fait exploser. Bon voilà, ça c'est la base de la base. On va pas revenir là-dessus. Donc, Terminator, on a vu vite fait. Et on a aussi la série de jeux Death Stranding, qui est sortie en 2019 aussi pour le premier opus. Le second étant sorti il y a quelques semaines, hein, finalement. Alors ça n'augure rien de bon, hein, d'ailleurs. Alors le premier opus de Death Stranding, c'est l'histoire d'un espèce de postier dans un monde ravagé par je ne sais pas quel cataclysme, je me rappelle plus, j'y ai joué, mais si vous voulez, vu que le jeu est ennuyeux comme la mort, j'ai vite passé l'éponge. Hein, on doit juste livrer des colis à travers des paysages, de temps en temps il y a des boss et voilà, il y a des choses innommables, hein, dans ce jeu. On utilise un bébé dans une poche relié à nous comme source d'énergie. C'est vraiment le bizarre, le pire du cyberpunk et le pire du Japon, hein, ce genre de jeu. Mais enfin bon, pas trop le sujet d'aujourd'hui, ces aspects-là. On est souvent confronté donc à une espèce de pétrole intelligent démoniaque, hein, voilà, des espèces de formes noires qui peuvent prendre possession de corps humains, encore une fois. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le jeu sort le 11/9/2019. Donc la date, on verra l'année, on verra pourquoi après. Sachant que on a une symbolique, je crois que c'était le 11/8 plutôt, je sais plus. Je vais vérifier la date vite fait. Mais en tout cas, le 11, alors c'est peut-être le hasard pour le coup, je vais pas être catégorique ici, mais ça me permet de faire un rappel pour les nouveaux. Le 11, le 1-1, c'est un symbole des deux colonnes du temple, à la fois du troisième temple de Salomon et à la fois des deux piliers principaux de la Kabbale, Joachim et Boaz pour le temple, mais même dans une perspective kabbalistique, on peut transposer le temple de Salomon à la Kabbale et appeler les deux piliers de la Kabbale comme ça. Mais sinon, c'est bien sûr rigueur et miséricorde. Alors, voyons voir la date de sortie de Death Stranding vite fait. Je crois que c'était plutôt le 11/8 et j'ai mal pris mes notes. Non, c'est le 8 novembre. Ok, je l'avais écrit en anglais. Ok, très bien. Alors, c'est sorti le 8 novembre 2019. Alors, le 8, on l'a déjà vu, c'est un symbole de renouveau dans toute la Bible. Évidemment, c'est pas un mauvais symbole, hein, c'est un symbole neutre, voire même bon, plutôt dans une perspective chrétienne, l'étoile de la nativité du Christ, à 8 branches. Et dans toute la culture juive au préalable, que le christianisme va recycler en quelque sorte, mais en fait c'est juste la continuité, donc on ne peut pas parler vraiment de recyclage. Le 8 symbolise le renouveau, comme dans, donc, encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, déjà le 8e jour pour la circoncision qui marque l'alliance avec Dieu traditionnellement dans la culture juive. Et ces fameux double 17 qu'on observe dans l'épisode de Noé où le déluge commence le 17 d'un mois et se finit le 17 d'un autre mois, donc 1 plus 7 égale 8, sachant qu'on peut faire ce genre d'addition dans la Bible, mais qu'il n'y a jamais, au grand jamais, de Gematria dans la Bible, ça n'existe pas, ça c'est un apport et une espèce de récupération du Pythagore, de tout ce qui est école hermétique pythagoricienne et compagnie, c'est très grec tout ça en fait, par la tradition juive rabbinique, c'est-à-dire après le Christ, après le reniement du Christ, hein, à partir du moment où le judaïsme se met à incorporer beaucoup de mystique, d'ésotérisme et d'hermétisme dans son judaïsme, alors qu'avant, dans le judaïsme rabbinique traditionnel, alors qu'avant c'était opposé à ces formes traditionnelles
pharisienne, dirons-nous ici, de judaïsme, et qu'on avait une opposition farouche entre Esséniens et pharisiens. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas déjà une influence grecque chez les Esséniens, sachant qu'ils se mettent à exister à l'ère des Séleucides, finalement, hein, ça n'existe pas, les Esséniens et la mystique juive, de manière conséquente. Il y a peut-être eu des brebis égarées de ci, de là, mais un vaste courant constitué sur des générations de plusieurs milliers de personnes, sur plusieurs siècles, ça n'existe pas avant les Esséniens, ce que j'appelle les Énochiens, donc avant le 4e, 3e, second siècle. Typiquement la période où l'Empire grec a envahi le monde entier, hein, après Alexandre le Grand, on va dire, pour résumer, avec des divisions internes. Enfin bon, la Judée est conquise par les Séleucides vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Après, ce sera au tour des Romains. Donc, pour moi, il y a vraiment une profonde influence du paganisme grec dans cette mystique juive, qu'elle soit avant ou après le Christ. Hein. Ça, j'imagine que c'est pas un consensus dans l'histoire, mais ça demande à être envisagé et étudié. Ce que je suis en train de faire et ce que je continuerai de faire. Vous avez vu que je vous ai proposé deux épisodes sur la mystique juive, qui sont les 2 dernières vidéos, et chrétiennes d'ailleurs. L'une engendrant l'autre à chaque fois, systématiquement, il y a toujours de la mystique juive à la base de la mystique chrétienne, sachant que normalement, ni dans l'un ni dans l'autre, on peut trouver dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, une légitimisation de la mystique. C'est un principe profondément païen et voilà, vaste sujet, on va pas partir là-dessus si ça vous hérisse le poil d'entendre ça, malheureusement. Il va falloir écouter les vidéos qui parlent de ces thèmes, il y en a des dizaines sur la chaîne, sur la mystique chrétienne notamment. Où en étais-je donc cette mystique juive antique, on va dire, elle va donc intégrer des principes gnostiques, hermétistes, magiques, et donc ce genre d'histoire, je sais pas de quand ça date exactement la Gematria, mais il y en a pas dans la Bible. Hein. C'est pas parce qu'il y a des symboles aux chiffres, des symboles aux nombres, que à l'époque on transformait ou on se permettait de dire que les chiffres pouvaient avoir des sens qui équivalaient à des lettres ou des mots. C'est débile, hein, la valeur numérique de 666, c'est Jules César ou Dioclétien, etc. C'est du pipeau. Hein. Ça, encore une fois, je l'ai entendu dans la bouche de prêtres catholiques érudits qui enseignent tout ça. Hein, et qui nous expliquent que dans l'Apocalypse de Jean, le 666, c'est un symbole kabbalistique, en fait, hein, parce que ça vient de la Kabbale, cette vision de la Bible. Hein. Donc non, en fait, pas du tout. Le 666, c'est un chiffre qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, avec les 666 coudées, ou je sais plus c'est quoi la mesure, d'or, reliée à Salomon, qu'il acquiert. Donc on est déjà en train de dénoncer les excès de biens matériels et mégalomanie avec le personnage de Salomon dans l'Ancien Testament, mais on va pas partir là-dessus. Le 666, c'est l'excès de matérialité, sachant que le 6 dans la Bible, c'est symbole de matière. Le monde de la matière est créé en 6 jours par Dieu avant son jour de repos. Donc d'ailleurs, pourquoi le 6 est un symbole, le 8 est un symbole de renouveau, c'est tout simplement parce que le cycle complet, c'est 7, hein, dans l'Ancien Testament, notamment avec, par exemple, les 7 jours de la création et les 7 jours de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le 7 ? Il y a le 8, hein, dans la culture chrétienne, le dimanche, qui est normalement le premier jour de la semaine, hein, c'est à la fois le 8e jour et le premier jour de la semaine. On appelle ça, depuis le tout début de la tradition chrétienne, le jour du Seigneur, le 8e jour. Voilà. On a déjà vu ça dans les épisodes de Retour au Christ. Hein. Le dimanche comme jour du Seigneur, c'est depuis Actes des Apôtres. Hein. Ça sert à rien de partir sur autre chose. Donc le 8... On pourrait donner d'autres exemples, hein, mais si vous voulez, il y a un article entier sur le blog qui s'appelle Symbole numéraire dans la Bible et qui vous explique un peu l'Apocalypse aussi, tant qu'à faire.
Le 8, donc, symbole de renouveau, et le 11, symbole, comme d'ailleurs les World Trade Center, qu'on a détruites pour les reconstruire et matérialiser la reconstruction du temple. Ça, il y a un article en bas de la description qui vous l'expliquera plus en détail. Ils ont fait pareil avec Notre-Dame, dont le plan architectural est composé de 2 grands piliers, c'est pas pour rien. Hein. Quand vous pensez gothique, pensez déjà, malheureusement, Kabbale. Hein. Le 11 et le 8, là, donc 8 novembre 2019, hein, on a une espèce de renouveau kabbalistique, renouveau noachide, pour moi, dans le choix de la date. Hein. Ensuite, on a quoi? On a Superman, le dernier, donc qui est sorti la même année que ce fameux deuxième épisode de Death Stranding. Et dans Superman, à l'instar de Terminator Dark Fate, on a un personnage méchant. C'est exactement le même principe. C'est une espèce d'humain. Alors je sais pas si c'est une extraterrestre ou une humain modifiée, je m'en fous. Qui peut prendre la forme de ce qu'elle veut, parce qu'elle est à moitié constituée d'un liquide noir, intelligent, métallique, hein, qui peut devenir solide. Elle peut devenir une arme contendante et tuer quelqu'un. Hein, elle peut transformer ses mains en épée, par exemple, pour donner... voilà. À un moment donné, d'ailleurs, dans le film, elle essaye de étouffer Superman en rendant sa propre matière liquide qui va s'immiscer dans le corps de Superman à travers le nez pour l'étouffer, etc. Bon. Alors évidemment, le film reste intéressant à regarder pour tous les symboles qu'il cherche à matérialiser. À un moment donné, il y a la Terre qui est divisée en deux, matériellement parlant, à cause d'un trou noir qui se fissure, ou je sais pas quelle bêtise pseudo-quantique. On a évidemment le personnage de Superman qui est un Machia, hein, donc un espèce d'humanoïde qui a tous les pouvoirs, qui veut guider l'humanité, sauver le monde entier dans l'action. Je renvoie à la vidéo de Dinovich sur le Machia dans la perspective acidique. C'est tout à fait un Machia comme quasiment tous les héros et les super-héros de notre époque. Là encore, je vous renvoie à l'émission qui s'appelle La lutte des Messies pour bien comprendre tout ça. Que dire de plus sur ce Superman? Personnage créé par De Cazard, comme voilà, toute la culture des super-héros vient de Cerveau Cazard de toute façon, comme tout Hollywood, hein, Warner Bros et compagnie. Bon, ça c'est la base de la base. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la symbolique de ce film, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments noachisants, hein, comme souvent dans leur culture, un personnage en prison qui s'appelle Joseph, et beaucoup d'éléments vétérotestamentaires, et toujours ce principe de homme qui est un surhomme qui sauve les peuples des nations. Mais il y a encore d'autres choses intéressantes dans ce film, on va passer dessus aujourd'hui, matez-le. Ça semble dénoncer des bonnes choses parfois, mais comme d'habitude, depuis toujours, c'est du pipeau. Voilà, ceci étant dit, on a fait un petit panoramique pour vraiment des grosses œuvres. Hein. Là, on est dans le haut du panier en termes de popularité avec ce jeu vidéo réalisé par Kojima, dont on va parler un petit peu plus après, qui est peut-être le réalisateur de jeux vidéo le plus célèbre du monde entier, en fait. Hein. C'est pratiquement le seul nom que les gens connaissent, hein, le personnage qui est derrière la série Metal Gear Solid. Des jeux d'infiltration, c'est lui qui va créer et populariser le principe du jeu d'infiltration où le héros est un infiltré. Bon, c'est quand même assez marrant, ça rejoint évidemment James Bond et compagnie, qui renvoie avec le fameux 007 à John Doe, l'ésotérisme de je sais plus quelle reine d'Angleterre, je confonds les prénoms, Victoria et compagnie. Un personnage haut en couleur qui mérite, pareil, des études approfondies, John Dee, D-E-E pour ceux qui connaissent pas, qui signait 007, ses lettres, entre guillemets, secrètes à la reine d'Angleterre. C'est tout à fait officiel, hein, ça d'ailleurs, vous pouvez trouver ça facilement juste sur son Wikipédia. Donc on a beaucoup de jeux. Il y a la série des Metal Gear Solid, il y a Splinter Cell, il y en a eu plein d'autres.
crois que j'avais pris 2-3 notes, mais vous avez les deux principaux là. Il y a Hitman aussi, un assassin infiltré qui doit se déguiser en plein de personnes. Une série phare du jeu vidéo qui est recyclée en permanence depuis 20-25 ans. Mais on a déjà ça avant avec les héros agents secrets dans toute la culture des serpents. Bon, évidemment, c'était présent aussi encore avant avec le Monte Cristo, le comte de Monte Cristo. Et déjà là, on peut voir qu'il y a un symbole du Machia, même si dans un contexte pseudo-chrétien. Monte Cristo, le héros vengeur qui renvoie au rite Kadosh quelque part et qui se cache, voilà, ça renvoie à Arsène Lupin, ce principe de matérialiser, de glorifier l'infiltration et les héros de l'infiltration. Vous voyez, ces personnages ils sont tout le temps recyclés. C'est ça le facteur numéro 1 pour déterminer est-ce qu'on commence à se poser des questions ou pas sur cet élément de fiction qu'on nous donne à bouffer toutes les 5 ans depuis que ça existe, des décennies voire des siècles. Monte Cristo, il y a Christo dans le nom, évidemment. Christo qui veut dire Christ, mais Christ ça veut dire Messie. Donc je peux vous dire très sincèrement que ça ne renvoie pas à Jésus-Christ ici, mais alors Machir. Et évidemment, comme tous les héros dans la culture depuis Chrétien de Troyes en fait. Ça fait 1000 ans. On parlera peut-être un jour plus en détail de Monte Cristo, parce que ça, pareil, ça mérite une émission dédiée. Donc, il y a d'autres œuvres populaires, discordiennes. Écoutez le live sur le discordianisme, je fais que des renvois à d'autres lives, mais si vous voulez, ça me paraît important, on va dire. Vu l'état de connaissance sur ces sujets de 99,99% des gens, je suis désolé, il y en a beaucoup qui pensent connaître tout ce qu'il faut savoir. Oula, il y a du boulot, il y a vraiment du boulot. Alors, une liste de films, donc Venom, on en a déjà parlé, un symbiote alien noir et visqueux s'attache au journaliste Eddie Brock, lui conférant des pouvoirs surhumains tout en influençant ses impulsions violentes et cannibales. Ah oui, carrément. La substance forme une armure vivante et peut changer d'hôte. Voilà, ensuite on a, c'est un autre film qui s'appelle en 2018 qui s'appelle en français Annihilation ou alors l'extinction en anglais qui s'appelle juste Life. Une entité alien mutagène, initialement une masse noire gélatineuse, possède et transforme les corps des astronautes en créatures hybrides en les absorbant de l'intérieur. Ensuite, en 2018, un film de la mouvance cyberpunk ou post-cyberpunk vu la date, puisque le cyberpunk c'est un mouvement principal des années 80-90, toujours vivant, mais avec des Ghost in the Shell, un renouvellement du genre, et encore plus avec Matrix, qui s'inspire beaucoup de Ghost in the Shell, on en a parlé dans des vieux lives. Upgrade donc de 2018, une IA nanotechnologique noire. D'ailleurs, c'était déjà c'était aussi une nanotechnologie dans le personnage du méchant du dernier film de Superman, avec l'héroïne qui s'appelle, je sais plus, on s'en fout. C'est trouvable en 2 clics. Bref, vous voyez pourquoi je fais ce focus sur la nanotechnologie. Je pense qu'il y a au moins certaines personnes qui ont compris où je voulais en venir. Mais bon, continuons. Une IA nanotechnologique noire appelée STEM s'implante dans le système nerveux d'un homme paralysé, le possédant progressivement pour prendre le contrôle total de son corps et le transformer en machine de guerre. J'ai pas vu ce film. Terminator Dark Fate dont on vient de parler, donc 2019. Des nanites liquides, encore dans la nanotechnologie, évidemment. Des nanites liquides noirs qui s'appellent REV9, REV-9, le chiffre 9, forment un assassin polymorphe capable de se diviser, de posséder des machines ou des humains en les infiltrant, créant des hybrides mortels. Ensuite, on a un film qui s'appelle Color Out of Space, la couleur tombée du ciel, une adaptation de Lovecraft. Ils aiment beaucoup Lovecraft aussi, les serpents, ça ne vous aura pas échappé.
Un météorite libère une substance noire et fluo qui contamine une famille, fusionnant avec leur corps pour causer des mutations grotesques et une possession collective. Voilà, donc 2019. On a le film Possessor en 2020. Bien que plus axé sur la tech, des implants neuronaux injectent une substance numérique noire, représentée visuellement comme une gelée invasive, pour posséder les esprits et corps d'autrui lors d'assassinats. Et donc enfin pour les films Superman, avec voilà le personnage de Angela Spica, qui s'appelle aussi l'ingénieur. Angela Spica possède un sang infusé de nanite noire qu'elle manipule pour créer des armes ou fusionner avec des corps ou des machines, la rendant capable de possession hybride et de shape-shifting. Elle peut prendre la forme qu'elle veut. Elle est une antagoniste à Superman, une ennemie alliée à Lex Luthor. Ok. Alors vite fait maintenant dans les jeux vidéo, toujours à cette période avec le fameux Death Stranding, le tar, T-A-R, une espèce de goudron noir, est une substance chirale, je ne sais pas ce que ça veut dire, noir, qui relie les BT, entre parenthèses, entités spectrales, hein, bon, le jeu a son propre jargon, qui relie ces entités spectrales aux vivants. On a des espèces de démons qui, à travers une espèce de goudron noir, prennent possession des humains, capables de posséder des corps en les transformant en dooms, D-O-O-M-S, doom en anglais, c'est-à-dire la malédiction, ou en créant des explosions massives lors d'infections, tout un programme. Ensuite, on a le jeu Control en 2019, qui a pété la baraque aussi, hein. C'est pas des petits jeux là, hein. On n'est pas dans des studios indépendants, hein, comme pour les gros films cités précédemment. La HIS, H-I-2-S, est une entité paranormale noire et rougeoyante qui possède les esprits et corps des agents du bureau fédéral, les transformant en marionnettes zombifiées via une corruption psychique visqueuse. Et enfin, dans The Last of Us Part 2, un des jeux vidéo les plus populaires et importants de ces 10 dernières années, en 2020, bien que plus organique, le Cordyceps, C-O-R-D-Y-C-E-P-S, muté, produit des excroissances noires fongiques qui possèdent les hôtes en les convertissant en infectés agressifs, en zombies plus ou moins, avec des stades avancés comme les Rat King, les rois des rats, les rats des rois, non, les rois des rats, les rois-rats, on pourrait dire, fusionnés. Voilà, c'est la même limonade, donc. Dans les séries et bandes dessinées, ce motif apparaît dans des arcs narratifs à la même période, explorant l'invasion alien et la corruption technologique. Par exemple, dans une adaptation d'un livre de George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones. Faudra en parler un jour de ça d'ailleurs. Donc on a une... alors, je sais pas si c'est une série ou des BD, mais ça s'appelle Night Flyers. Les volants de la nuit. Une entité alien noire et psychique possède les corps de l'équipage d'un vaisseau spatial, les manipulant via des hallucinations et des fusions corporelles, en 2018. Ensuite, on a des BD Marvel, une série qui s'appelle Venomized, Venominisé. Bref, en 2018, une invasion de symbiotes noirs possède de multiples héros Marvel comme Spider-Man ou Black Panther, les transformant en hybrides violents dans un événement crossover. Donc, les événements crossover, c'est les plus gros événements de l'année dans les sorties de comics aux États-Unis. C'est les séries que tout le monde achète comme Civil War et tant d'autres. Secret Invasion, Secret War, c'est souvent axé autour du principe de la guerre, hein. D'ailleurs, voilà, très bien. Ensuite, toujours en comics, on a King in Black chez Marvel en 2020-2021. Knull, un personnage maléfique, libère une horde de symbiotes noirs ancestraux qui possèdent la Terre entière. Ah ouais. Fusionnant avec les corps pour créer une nuit vivante et un hive mind
Hive Mind Destructor. Je sais pas ce que ça veut dire dans le comics. Et enfin, dans la saison 2 de The Boys, une série qui a complètement pété la baraque. Tout le monde regardait ça. Un truc Amazon, je crois, mais je suis pas sûr, j'ai pas maté. Bien que non littéralement, une substance, le Compound 5, injecté, produit des effets de mutation noire et visqueuse chez certains SUPES, je sais pas le jargon de la série, évoquant une possession chimique proche du trope. Voilà. Ce sujet de la substance noire qui possède, souvent appelée black goo en anglais, G2O, ça veut dire la gelée noire, est un élément récurrent dans la pop culture des années 2010-2020, surtout à la fin des années 2010, influencé par, ça existe depuis avant, mais il y a vraiment un gros focus, on va dire, là-dessus depuis quelques années, influencé par des peurs sociétales comme la perte d'autonomie face à la technologie, les nanites, l'IA ou les invasions biologiques. Symbiote alien, hein, que ce soit le virus qu'on s'est pris dans la gueule ou la solution au virus qu'on s'est pris dans la gueule par la suite, enfin pour ceux qui l'ont fait, donc que ce soit pour le coco ou pour les vavas, on a ici voilà, hein, le virus et les extraterrestres qui prennent possession de nos corps, et dans le vava, il y avait du dioxyde de gras, hein, voilà, on va revenir là-dessus dans la foulée, je finis juste l'article. Il tire ses racines de classiques comme The Thing, mais il n'y a pas ce principe de la substance noire qui prend possession, je crois, dans The Thing, hein, ou Alien, mais explose dans les années 2018-2020 avec l'essor des reboots Marvel-Sony et des jeux narratifs. Voilà. Dans les comics, il symbolise souvent une symbiose corrompue, mutualisme toxique, tandis que dans les films, il explore des thèmes de transformation forcée et d'identité hybride. Voilà. Alors, voyez le symbole au-delà de tout, parce qu'il y aura toujours un justificatif, ça dénonce ci, ça dénonce ça. Il faut comprendre le premier degré qu'on trouve dans le monde des symboles. Au sujet de la symbolique, hein, tout simplement, il y a une répétition que je conscientise ici, mais c'est pour bien me faire comprendre. Donc, vraiment, explose ce thème dans les années 2018-2020. C'est important à capter parce que qu'est-ce qui se passe en 2018-2020 ? Le coco et les vavas dans la foulée. Hein. Alors à ce titre, on va lire un article du Monde qui m'avait marqué à l'époque des vavas, hein, quand on commençait à comprendre que ça allait devenir obligatoire. Un article. Alors, est-ce que ça l'était déjà à l'époque ? Oui, puisqu'on est au 2 septembre 2021. Je sais plus les dates. Je me rappelle plus les dates des discours de Macron et compagnie. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des symboles derrière, mais enfin bon. Alors, évidemment, je vais coder parce que l'algorithme YouTube est particulièrement pénible sur ce genre de sujet. Une des seules publications de la chaîne qui a sauté. D'ailleurs, là, il y en a une qui a sauté hier, on va en parler dans la foulée avant de continuer, mais c'était à propos de ce film Terminator Dark Fate où je faisais déjà un rapprochement entre le dioxyde de gras, je vous laisse deviner ce à quoi ça en va, et les vavas, hein. Et la publication a sauté après 1 ou 2 jours. J'ai trouvé ça marrant. Hier, j'ai publié une vidéo qui partage des symboles répertoriés par le FBI ou la CIA, je sais plus, pédos, comme les fameux triangles ou cœurs spiralés, dans des films Disney, dans des dessins animés pour enfants, Disney ou pas d'ailleurs, avec pas mal d'exemples différents. Et la vidéo, le short a duré 24 heures, il s'est fait sauter, j'ai reçu un message ce matin que je vais vous... Oh non, je l'ai fermé. Bon bref, c'est pas grave, il y avait tout simplement écrit votre publication est censurée dans le monde entier, tout simplement. Allez hop, salut l'artiste, pour des histoires de droits d'auteur, alors qu'il y avait 1 seconde de chaque dessin animé à chaque fois, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, mais enfin bon. Je pense que quand une vidéo de cet acabit perce, surtout sur certains réseaux qui sont encore dans l'ancien système de censure qu'on un petit peu aboli récemment, l'année dernière avec Trump, on va dire Facebook et Twitter avec Trump-Musk, là les faux sauveurs de la droitardisation du monde, enfin on va pas partir là-dessus ici. Et donc quand il y a une vidéo qui est repérée sur YouTube
qui est pas censurée sur ces autres réseaux, elle se fait vite dégager, j'ai l'impression, quand elle a eu déjà un certain succès. Bref. Alors, un article donc de 1er septembre 2021. Vaccin Moderna au Japon, ce que l'on sait des particules étrangères trouvées dans les doses de la firme américaine. Pardon, il faudrait que je mette l'article en lien. Enfin bon, en trois clics, c'est trouvable. C'est dans le site, la faction du site qui s'appelle les décodeurs. Vous savez, c'est un petit peu l'organe de débunkage du monde. Donc, à prendre avec des pincettes quand ils débunkent quelque chose. Hein, c'est du Mendes France et compagnie qui sont derrière ce genre d'officine à chaque fois, quoi. Hein. Alors, ce qu'on sait des particules étrangères trouvées dans les doses de la firme américaine, l'administration de plus de 2,6 millions de doses de l'eau contaminée a été suspendue après la découverte de substances non identifiées. Hein, ça concernait 2,6 millions de doses, tout en lot de vaccins en fait. D'accord ? La piste d'un problème de fabrication en Espagne est privilégiée. Oui, mais on s'en fout de ce que des gogols comme vous privilégiez en fait. Ou des menteurs plutôt pour le coup. La suspension préventive de millions de doses de Moderna au Japon après la découverte de corps étrangers encore non identifiés suscite interrogations, inquiétudes et rumeurs. Alors que l'origine et la nocivité de ces particules ne sont pas précisément connues et que la France n'est a priori pas concernée, les décodeurs font le point. Bah oui, on n'a pas eu de Moderna en France, c'est bien connu. On a juste eu des laborantins. D'ailleurs, on avait des vidéos dès les débuts de cette histoire de Vava qui exposait des choses anormales montrées au microscope dans ces injections qui va tout à fait avec le propos de la vie principale de cette vidéo, quoi. Mais voilà. Où en étais-je ? Ah, les pubs sur les sites du monde, c'est quelque chose, hein. Ouh là là. Alors voyons le point des décodeurs. Le 16 août, le groupe pharmaceutique japonais Takeda, qui importe et distribue dans l'archipel le Vava du groupe américain Moderna, a été notifié de la découverte de matières étrangères dans 39 flacons issus d'un lot de 57 000 bouteilles, soit l'équivalent d'environ 570 000 doses. Hein, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, à l'instant, c'est 2,6 millions nanani qui ont jarté parce que quand ils ont constaté que c'était 570 millions de doses qui étaient concernées, j'imagine ils se sont dit bon, on va tout foutre à la poubelle parce qu'on va pas non plus vérifier chaque flacon un par un. Le 26... Putain, mais les pubs, c'est une dinguerie, quoi. Il y a des pop-up à la con toutes les 12 secondes et c'est fou, quoi. Pour un truc qui est subventionné par l'État en plus à moitié. Bon, bref. Le 26 août, après la découverte de matières étrangères dans 2 autres lots... Ah oui, il y a encore eu d'autres lots en plus des 570 000 doses initiales, ok. Le Japon suspend à titre préventif l'administration de 3 lots complets de Moderna, soit l'équivalent de 1,63 million de doses. Durant le week-end qui suit, 2 hommes, respectivement âgés de 30 et 38 ans, meurent après avoir reçu une 2e dose du vaccin Momo, on va commencer à censurer les mots, provenant de l'un de ces 3 lots, qui entre-temps ont été suspendus. 1 million supplémentaire de flacons sont suspendus le 30 août. Voilà. Quand même 2 morts à la clé. Bon, d'aucuns se diront, oui, mais c'est le hasard, ils ont trébuché dans les escaliers, ou ils avaient un cancer cassé, ou je sais pas quelle connerie. En tout cas, ils avaient 30 et 38 ans, ils sont morts juste après. Quelle est la nature de ces corps étrangers ? Ceux-ci prennent différentes formes, le plus souvent celle d'une substance noire, plus rarement rose, mais voilà, principalement d'une substance noire. Entre guillemets, elles sont beaucoup plus petites que des graines de sésame, moins d'1 millimètre. Elles ressemblaient à des tranches de quelque chose et flottaient dans la bouteille quand je les secouais. Alors c'était visible à l'œil nu, hein, apparemment. C'est-à-dire qu'ils ont mis la méga dose, en fait, ces abrutis. Relate Ishikoki, un préparateur de la préfecture de Saitama, cité par la chaîne nationale NHK, qui en a trouvé dans un flacon. Alors je suis désolé, c'est un peu long parce que je navigue entre les pubs pour chaussures
qui envahissent la page. Le ministère de la Santé estime que certaines matières sont probablement métalliques car elles réagissent en présence d'un aimant. Je rappelle que le dioxyde de gras est tout à fait électromagnétique, hein, mais leur nature n'a pas encore été officiellement communiquée, une enquête étant en cours. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des résultats de cette enquête, mais j'en ai pas entendu parler personnellement. Il n'existe à ce stade aucune preuve qu'il s'agisse de graphène, un élément conducteur, hein, comme je viens de vous dire, en carbone pur, très prisé depuis les années 2010 dans l'industrie et qui fait l'objet durant l'été de nombreuses vidéos détournées et de rumeurs infondées. Ah bah oui, évidemment, les décodeurs, quoi. Voilà, alors on va pas lire tout l'article, parce qu'après ça part en mode débunkage. Mais il y a pas mal de contenu déjà sur le graphène et les vaccins, sur des chaînes de gens qui produisent ces vaccins, hein, avant qu'ils nous disent « Oui, mais dans ceci, il n'y en a pas, t'inquiète frère ». Il y a eu quand même beaucoup de vidéos qui expliquaient les mérites du graphène dans certains VAVA. Voilà, je vous laisse fouiller tout ça comme des grands. Donc tout simplement pour conclure sur ce sujet, après on fera quelques tunnels intéressants. Comme d'habitude, on a un projet, une entreprise qui nécessite une logistique, mais qui est fortement appuyée par la culture, l'art, les médias, et défendue par les débunkers d'ailleurs quand on se met à percer ce genre d'éléments. Hein. Voire on se fait censurer comme à Publi. Peut-être que cette vidéo d'ailleurs sautera, je n'en sais rien. C'est quand même assez marrant, je trouve, de voir cette recrudescence de venin noir dans la culture. Au même moment, on retrouve, à l'œil nu d'ailleurs, cette matière dans les VAVA. Donc on appuie le projet via l'inconscient collectif des gens qui vont voir ces films. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais aller au cinéma. C'est pour ça qu'il faut, si on veut analyser un film, soit le voir avant tout le monde, soit après tout le monde, pour pas contribuer à cette forme pensée, de pas le voir au cinéma parce que les émotions sont décuplées, on contribue plus au projet, etc., etc. Donc, tout ça, on en parle dans toutes les vidéos MSS, on va pas y revenir. C'est tous les principes de base des manipulations symboliques systémiques. Et comme d'habitude, c'est dans les plus grandes œuvres que ça essaye de mettre en place leur plus grand projet, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Et évidemment, il y a une volonté de posséder à la fois légalement, et ça renvoie à certaines trouvailles sur Bill Gates et compagnie, et de posséder psychiquement les gens qui ont signé le pacte, on va dire ici, pour résumer. Alors si c'est le cas de personnes qui écouteront cette vidéo, il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison, hein, tout simplement, et faire le taf éventuellement de chélation sur ce genre de substance pour se sauver la vie. C'est pas exclu non plus, parce que c'est pas parce que vous avez rien maintenant d'ailleurs que... Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont taffé sur ce sujet, qui ont peut-être trouvé des solutions intéressantes pour se libérer de tout ça tout en douceur. Je connais pas bien le topic, ça c'est à vos risques et périls d'ailleurs, parce que je suis pas médecin. Je sais pas si toutes les doses étaient concernées. Bon bref, ça c'est, on va laisser ça aux spécialistes entre guillemets scientifiques, c'est pas mon domaine. Mais fouillez, et ne vous avouez pas vaincu par la bête, c'est quand on s'avoue vaincu qu'elle gagne. Donc, il y a quand même aussi des choses intéressantes à dire sur Kojima, vite fait. Faire plein de tunnels, en se focalisant comme d'habitude sur la symbolique. Sachant que le principal est dit là pour le coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Ils appuient donc des projets en utilisant notre propre psyché sans qu'on s'en rende compte, et ça arrêtera quand on s'en rendra compte, hein. Donc tant que vous n'arriverez pas à le conscientiser correctement et à l'expliquer à un maximum de personnes autour de vous, comme ça, comme des grands, sans dire abonne-toi et tu connais Verboom, tu m'en fous moi. Je préfère rester tranquille, avoir peu d'abonnés pour pas sauter en fait, tout simplement. Et que le bouche à oreille se fasse correctement sur ces sujets en préservant justement la chaîne, hein, qui s'adresse peut-être avant tout à
à des gens un minimum avertis en fait, hein, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Donc faites le taf autour de vous sur ces sujets, faites-le correctement en douceur, mais faites-le petit à petit. Et voilà. Donc Kojima, on pourrait dire beaucoup de choses sur lui, mais déjà ça commence bizarre. Il a un poste important très jeune dès qu'il commence à bosser dans l'industrie du jeu vidéo, un peu comme par magie ou par piston, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le personnage principal de sa série phare Metal Gear Solid, il s'appelle Snake, serpent. Je crois qu'il a qu'un seul œil. En tout cas, il est inspiré du personnage de Snake Plissken dans une série de 2 films réalisés par le fameux John Carpenter, qui est Khazar, je crois, d'origine d'ailleurs. Bah, comme 9 réalisateurs sur 10, je sais même pas pourquoi je précise. Et donc, il a fait une série de films qui s'appelle Los Angeles 1997 pour le premier d'ailleurs. J'ai oublié le nom du second. On a encore cet archétype du machiaque, un humain d'action qui parle pas beaucoup, qui a un seul œil, il est borgne, il s'appelle Serpent, Snake Plissken. Beaucoup de symboles, et qui sauve la Terre tout seul, voilà, et tout le monde est bête sauf lui. C'est vraiment le machiaque comme d'habitude avec eux, une espèce d'anti-Jésus, un antichrist, donc d'un point de vue chrétien. Et il faut savoir que le symbole du serpent, il est très souvent utilisé comme un symbole luciférien, le serpent dans leur perspective de dégénérer. Ça, c'est une tradition qui vient principalement de la Kabbale, même si on la voit déjà dans certaines gnoses chrétiennes, par exemple, mais très probablement engendrées par des personnages comme Philon, le juif, comme l'explique Alain Pascal à l'époque, donc du 1er siècle, les Valentiniens et compagnie. Dans la foulée de cette culture naissante du gnosticisme chrétien, on avait donc des dieux serpents régulièrement, Abraxas, Glaucon. On en a parlé dans le live, la religion du serpent justement, hein, qui fait bien comprendre que la gnose c'est la religion du serpent aux 1000 visages. Et pour eux donc le serpent de la jeunesse c'est celui qui apporte le fruit de la connaissance à l'humanité, qui l'affranchit de cet état de béatitude un peu bené et de soumission totale face à Dieu. Alors que c'est une lecture de Gogol, puisque le fruit de cet épisode, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est un mythe éminemment symbolique qui nous explique qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, on passe de quelque chose d'assez animal à quelque chose de plus du tout animal finalement, et que c'est la conscience du bien et du mal qui marque cette étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose qui s'est fait sur des millénaires, des dizaines de millénaires en réalité. Mais même le rédacteur de la Genèse, qui qu'il soit, Moïse ou pas, avait conscience du caractère symbolique de ce qu'il expliquait, quoi. Hein. C'était pas pris par tout le monde au sens propre, évidemment. Mais parfois, on peut croire que c'est pris au sens premier, parce qu'on va utiliser, y compris Jésus va le faire, Adam et Ève régulièrement, mais on est dans la symbolique, hein, évidemment, avec ce couple primitif, primordial plutôt aussi d'ailleurs. Donc le serpent, c'est pas du tout l'ésotérisme, le savoir scientifique ou ésotérique qu'il offre à Adam et Ève. Hein. C'est un point de vue débile, mais c'est le point de vue du gnostique, qui va donc souvent utiliser le symbole du serpent comme quelque chose qui affranchit, qui donne un savoir ésotérique, qui donne un savoir magique, qui donne un savoir... bref, vous avez compris l'idée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Carpenter aussi, évidemment, mais enfin bon. Aujourd'hui, comme depuis quelques semaines, je vais essayer de faire court. Quoique, il y a eu des lives un peu longs dernièrement, mais enfin bon. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Kojima, sa série de jeux Metal Gear Solid, que je connais pas bien. D'ailleurs, j'avais eu des infos intéressantes avec des échanges avec Kael et ses faces sur le Discord, mais j'ai déjà oublié. Et vous voyez, puisqu'on parle de symbolique et de manipulation, on parle de symbolique. Comme j'avais déjà dit, on m'a fait la remarque en commentaire récemment, comme si, en m'invectivant en même temps, comme si j'en avais pas déjà parlé bien avant. Oui, le serveur Discord, on est dans la manipulation par le symbole.
hein, le créateur de Discord, et j'ai été le premier à le dire il y a des mois et des mois. C'est un casar aussi, et c'est tout à fait relié au discordianisme explicitement. Il y en a qui sont dans le discordianisme sans s'en rendre compte. Ça a été mon cas des années. Mais là, pour le coup, on est en plein dedans, et consciemment, c'est évident avec les trucs qui percent comme ça fait pas l'ombre d'un doute. Pourquoi ce truc s'appelle Discord? Je veux dire, les mecs créer un serveur pour que les gens communiquent entre eux. Putain, je vais appeler ça Discord, ça me paraît être une bonne idée, quoi. Faut vraiment être à côté de la plaque pour pas capter qu'il y a une douille. Mais évidemment, je l'avais capté. Sauf que, on fait avec ce qu'on a. Il y a des fois, on essaye d'éviter au maximum tout ce poison. Il y a des fois, on n'a pas vraiment le choix. Parce que, à ma connaissance, c'est le seul serveur qui est aussi facile d'accès. Et même s'il y en a d'autres, déjà à l'époque, on l'a lancé, pas forcément conscience de tout. Et on a conscience aussi qu'on est obligé de faire partie du monde et du système et d'y contribuer. Voilà, je vais pas fermer mon compte en banque alors que je sais qu'il est relié à des réseaux qui sont principalement contrôlés par les serpents. À ce moment-là, même j'achète plus de vêtements, etc. Hein, et j'achète plus rien à manger. Enfin bon, la liste serait trop longue, mais on est obligé de faire avec. L'important, c'est le conscientiser, le dénoncer et arrêter au maximum ce qu'on peut. Il y a des choses on peut pas. Où en étais-je? Ouais, il y aurait plein de choses à dire. Donc Kojima participe qu'à des projets chelous, des jeux d'horreur. Il y a un délire comme ça dans le dernier Resident Evil aussi, ou l'avant-dernier, je sais plus, parce que ça c'est pareil. Cette série de jeux vidéo, il y en a un tous les 6 mois, c'est n'importe quoi. Depuis 20 ans en plus. Enfin bon. Et on est rien que dans le titre, on est dans ce même principe. Resident Evil, il y a de la possession, hein, évidemment, démoniaque, mais aussi relié aux pharmaceutiques, hein, puisque le plot de base, le scénario de base de Resident Evil, c'est que tous ces zombies, ils viennent de virus de la société Umbrella Corp. Il y a toute une symbolique derrière que j'ai pas encore bien conscientisé. Pardon pour le bruit du sachet, on en reparlera probablement un jour. Je vais juste relire quelques notes dans le Discord. Et salut à tous mes comparses du Discord, tous mes collègues du Discord. On scrolle un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on parle, dis donc. Voilà. Alors, je rappelle aussi que dans cette série de jeux de Hideo Kojima Death Stranding, il y a quand même tout un casting assez impressionnant, comme l'acteur principal de Walking Dead, un film de zombies, donc un même principe de possession d'humains par quelque chose de vrai, et Léa Seydoux, je sais plus comment on prononce. Une production énorme, un jeu dont la promotion était partout. Pareil pour le 2 depuis quelques semaines. Alors, un petit tunnel, ça n'a rien à voir, mais l'incinération est au cœur de l'histoire du jeu. À ma connaissance, c'est pas très chrétien de se faire incinérer, nous disent mes lectures. Tout à fait, c'est un truc de païen, c'est pas compliqué, hein, l'incinération, c'est un truc de païen. Voilà, fin du débat. Quant à la série du film Venom, on s'en a déjà parlé. Ça aussi. Alors, mes lectures qui nous dit, et mon frère m'a appris un truc sur Metal Gear Solid d'ailleurs, lui qui s'intéresse pas du tout à ça. Je lui avais demandé où le protagoniste avait trouvé son pseudo Snake, qui veut dire serpent. En gros, il m'a dit que c'était un serpent qui lui dit de s'appeler comme ça. Donc on a la source du personnage d'inspiration, c'est Snake Plissken d'un film de Carpenter. John le Charpentier, et dans le jeu apparemment il s'appellerait comme ça parce qu'un serpent lui dit ça, ou apparemment dans Metal Gear Solid 3 c'est son boss qui le renomme comme ça, donc ça je suis pas allé vérifier encore. En tout cas il y a du serpent, hein, tout simplement. Ça ok.
C'est ok. Alors le personnage donc de Snake Plissken, alors c'est pas Plissken dans Metal, dans les films de Carpenter et Borgne, évidemment. On rappelle aussi qu'il y a un pur film de discordianisme de Carpenter là qui s'appelle They Live avec des choses intéressantes en première partie de film où le héros, avec grâce à des lunettes magiques entre guillemets ou d'une technologie avancée plutôt, il arrive à voir que derrière toutes les publicités, tous les films, il y a un message caché qui pousse à la consommation. En fait, c'est juste une bête critique du capitalisme. Hein, ça critique pas du tout la mafia Khazar. Et on se rend compte qu'en fait, c'est des martiens, des extraterrestres qui contrôlent tout ça. Donc c'est du pur discordianisme, quoi. Alors, Kael nous dit il y a deux Snake. Le père Big Boss de Metal Gear Solid 3, 1964 et 5, 1984, et son fils Solid Snake, créé génétiquement par clonage avec deux autres liquides. Alors, Liquid, c'est un prénom ici, un surnom. Et Solidus, Liquid et Solidus, dans le 1, censé se passer en 2005, le 2 en 2009, le 4 en 2013, je crois. Bon, ok. C'est assez complexe. Il y a un boss qui s'appelle Shaman. Bon, ok. Ça, c'est pas très important. Voilà, vite fait, il a produit le jeu Castlevania Lords of Shadow, le Seigneur des Ténèbres. Bon, voilà, il a participé financièrement au projet. Ok. Et après, on était parti sur autre chose. Bon, ok, pas. Le principal avait été dit. Il y a des petits vocaux là. Captés. Alors, je vais essayer, voir si je peux les reproduire ici, parce qu'on débattait ensemble. J'ai essayé de bien faire comprendre le processus. Donc, je pense que ça me paraît intéressant là de. Hop. Oui, il y a cette dimension où ils vont intégrer en eux et ça va influencer leur psyché, voire posséder leur psyché, on est d'accord. Mais dans ces gros Attendez, je vais vous éléments, contextualiser. C'est juste que tous ces symboles, faut pas les voir comme quelque chose qui va dans notre tête, qui reste dans notre tête, qui influence notre psyché, notre psychologie. C'est avant tout collectif. Hein, et ça projette des choses pas toujours aux endroits où ça se produit. On va en parler après avec un exemple justement dans les vocaux que je vous remets du début. Allez. oui, il y a cette dimension où ils vont intégrer en eux et ça va influencer leur psyché, voire posséder leur psyché, on est d'accord. Mais dans ces gros éléments culturels, ces grosses manipulations symboliques de masse, toutes les psyopes, tous les grands films, toute la culture, c'est une sortie importante, Matrix, bon bref, 1980. En fait, on projette dans le psychique à cause des spectateurs, téléspectateurs, etc., qui font vivre ça, notamment en renforçant beaucoup les émotions lourdes, pour la solidifier, tout ça, donne encore plus de puissance, de pouvoir d'imprimation. Et ça s'impacte, mais pas forcément dans la vie des gens. Vous voyez l'aspect collectif, social, systémique, y compris dans ces histoires de manipulation symbolique. Là, vous voyez, on engendre une énergie de guerre dans le monde. Là, c'est la guerre des mondes. Et il y aura une guerre mondiale dans la foulée. Vous comprenez comment ça marche? Qui commence d'ailleurs pas aux États-Unis du tout. Vous comprenez? Alors là, je faisais référence à l'épisode du canular d'Orwell en 1948. On va lire le vocal qui en parle juste après. Désolé, c'est pas dans l'ordre. C'est pas, c'est, ça va dans les mondes psychiques et ça se répercute dans le monde d'une manière ou d'une autre. C'est pas que psychologique tout ça en fait. Vous comprenez? Alors, le vocal donc d'avant.
Oui, il y a cette dimension où ils Ça, vont c'est le intégrer en même. eux. Mais qu'est-ce qui fait véritablement Orwell à ce moment-là, à la On radio? remet du début. Oui, oui, en fait, tu vas voir, plus tu vas comprendre cette culture, plus tu vas voir que c'est des gens qui travaillent que collectivement. Il n'y a pas vraiment d'individualité, même si paradoxalement, ils ont des modes de vie très individualistes. Euh, c'est complètement une communauté qui bosse ensemble, hein. Ça, c'est sûr, y compris et surtout pour ces grands projets culturels, hein. Ça apparaît évident. Telle licence est recyclée de siècle en siècle, de décennie en décennie. Alors, la guerre des mondes, faut quand même rappeler qu'ici, enfin, il faudrait quand même rappeler ici que Orwell, un grand réalisateur hein, aussi, Rosebud McQueen, euh, Oups. en 1938 ou 39, je crois que c'est 38, il va lire un passage de La guerre des mondes de H.G. Wells. C'est quand même marrant, il n'y a que des Wells, quoi. Il y a Orwell, l'écrivain de 84, H.G. Wells, mais bon, passons. Et donc, il va lire ça sans dire que c'est la lecture d'un livre et le pays entier va croire qu'il y a une invasion extraterrestre, hein. C'est un fait divers, entre guillemets, très connu aux États-Unis, qui fait bien comprendre comment peut fonctionner parfois aussi la MSS. On est dans le prédiscordianisme ici, déjà, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait véritablement Orwell à ce moment-là, à la radio BBC, je crois? Bah, il dit un passage de guerre des mondes, de guerre en fait, D'ailleurs, le logo de la BBC, c'est un gros et unique. en 1938, soit un an avant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, on est là ici dans la manipulation symbolique pour essayer de créer un égrégore, une forme pensée, une forme psychique de guerre dans tout le continent. C'est quand même la moitié d'un continent, les États-Unis. Pour que ça finisse par devenir ce qui s'est passé par la suite, quoi. Alors, c'est pas le seul élément qui engendre la guerre, bien sûr, ça accompagne leur projet politique, mais ça leur donne beaucoup plus de chances d'aboutir à chaque fois ces manipulations symboliques. Voilà. Ça se dit quoi là? Moi, quand on emploie le terme psychologie, c'est voilà, profondément individuel, l'étude de la psychologie ou de la psyché d'un seul être humain. Alors tout ça reste psychique, parce que c'est soit physique, soit psychique, soit divin. Alors on est d'accord pour dire que c'est pas divin, on est d'accord pour dire que c'est pas uniquement physique. Donc ça reste psychique, mais c'est euh, c'est pas justement forcément, ça retombe pas forcément dans la vie des gens qui vivent ce truc-là, pas forcément directement quoi. Ah, c'est compliqué à en parler, hein, mais bon, je pense que vous avez capté. Gardez en tête que voilà, il y a les mondes physiques où tout est séparé en quelque sorte. Dans les mondes psychiques, on est dans ce trait d'union. Pardon pour le bruit entre le monde physique et le monde divin. Le monde divin, c'est le monde de l'unité totale, éternelle et infinie, le monde de Dieu, et le monde psychique qui fait la liaison entre les deux. Bah, on a beaucoup plus déjà de mélange de plein de choses différentes. Tout est déjà beaucoup plus mélangé. Ça, j'explique mieux dans d'autres vieilles vidéos. C'est quoi ces vocales? Alors après, évidemment, il y a des éléments de la manipulation symbolique qui ne sont destinés qu'à influencer un endroit localisé, hein, un pays, une ville, un département. Bon. Mais il y a, voilà, là ici, on parle depuis tout à l'heure d'éléments qui sont produits comme les grandes cérémonies de masse, Eurovision, Super Bowl et compagnie, pour influencer le monde entier. Ou les sorties des grands films, puisque un film, ça sort dans le monde entier à peu près à la même période. C'est pas pour rien non plus, hein.
Alors, je vous renvoie d'ailleurs au Zap Kaka Yoga numéro 5 sur la chaîne, ou 4 ou 6, je sais plus, qui parlait de ce fameux show où Madonna matérialisait aussi la pandémie, avec sa prestation d'ouverture vue par plusieurs dizaines de millions de personnes en direct. Hein? Et plus il y a de personnes sur place et derrière leurs petits écrans en direct pour faire vivre une manipulation par le symbole, plus ça va lui donner de pouvoir d'imprimation, un néologisme que j'ai mis au point pour bien vous faire comprendre que ce qui est dans le psychique rejaillit sur le physique. Ouais, pour Charlie Kirk, c'est exactement pareil. C'est un événement mondial qui influence profondément le monde entier sur des semaines et des semaines. Et Voilà, puisqu'en fait la discussion elle partait du fait que on est, je sais plus, 1 ou 2 semaines, je sais plus, après la psyop Charlie Kirk, et tout le monde ne fait que parler de ça. On est encore dans cette guerre psychologique entre droitardés et gauchiasseux sur les réseaux. Voilà, voilà. Alors ça, c'est quoi comme vocal? c'est du gros cinéma aussi, d'ailleurs. On se rappelle ici de la citation du Mossad. Le monde, c'est notre plateau de cinéma dont on est les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs principaux. Ok, c'est pas faux, mais c'est vrai que ça s'arrête un jour. Voilà, ça c'est donc un homme masqué du Mossad qui était interviewé par 60 Minutes Inside aux États-Unis, et le mec nous dit texto: le monde entier c'est à nous, c'est notre studio de cinéma duquel on est réalisateurs, producteurs, scénaristes et acteurs principaux. Ils le disent eux-mêmes en fait, hein, que tout ça c'est du cinoche. Et vous pouvez voir cette interview en allant dans bon allez, je mettrai un lien dans cette description. Et il vous suffira de regarder le générique et après le générique d'introduction de cette émission d'une chaîne américaine pour voir l'extrait avec l'interview de visu, on va dire. Voilà. Alors je vais juste finir avec les vocaux. Bah, ça, c'est un mec du Mossad qui était interviewé dans une émission. Bon, ça va détailler, ok, avec le lien, très bien. Bon. Bah tiens, il y a l'extrait, on va l'écouter. Je crois qu'il est un peu coupé, mais c'est pas grave. C'est en anglais. A pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. In the world. Voilà, c'est un peu coupé, mais vous pourrez aller le voir en entier dans le lien de la description. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Allez. Alors, je vais conclure. Enfin, on va s'arrêter là, je pense. Je vais juste allumer. Ah non, il n'y a pas de lumière ici. Il faut que je débranche mon téléphone. Attendez quelques secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bah, c'est tout en fait. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Un live un peu court, c'est cool. Gardez en tête que tous ces réalisateurs qui sont souvent présentés comme waouh, ils dénoncent trop des choses, c'est bien, vive Kubrick, vive, ou ces grands auteurs, hein, vive Orwell, vive Blade Runner, vive Spielberg, vive Ridley Scott, vive James Cameron. Ce ne sont que des gens qui font partie d'un réseau où ils se mettent d'accord sur tel thème à tel moment donné pour nourrir tel projet. C'est vraiment facile à voir quand on étudie ça sérieusement et qu'on va rechercher correctement, objectivement tout ça un peu régulièrement. Quand on débarque sur ce genre de sujet, on peut penser que c'est trop gros, je comprends bien, mais enfin bon, quand on est honnête et qu'on a vraiment une soif de vérité et de justice, qu'on fait le travail jusqu'au bout, on arrive à ces conclusions. Regardez tous ces réalisateurs, les plus grands d'entre eux, là, ceux que je viens de citer, là, on a vraiment parmi les plus grands du 20e et du 21e siècle, avec Kubrick, Spielberg, Ridley Scott, James Cameron. Ce qui est intéressant de notifier avec ces réalisateurs, c'est qu'ils passent du coq à l'âne, en fait. Ils n'ont pas vraiment de ligne éditoriale, ils n'ont pas vraiment de genre particulier. Hein, Spielberg, il a fait autant La Liste de Schindler que E.T. que Tintin. Quel est le lien entre ces films, en fait? Pareil pour James Cameron, le mec qui fait Terminator 1 et 2, après il fait Titanic, après il fait Avatar.
Ça n'a strictement rien à voir. Pareil avec Ridley Scott, qui commence avec Barry Lyndon, ensuite Alien, ensuite Blade Runner, ensuite Thelma et Louise, ensuite Gladiator. Il y a strictement rien à voir. En fait, à chaque fois, il y a un cahier des charges qui est mis au point par toute une équipe de serpents, dont ils sont finalement juste les exécutants la plupart du temps, même s'ils ont un certain style. Et ce qu'on peut constater aussi avec ces réalisateurs, notamment surtout Spielberg et Ridley Scott, mais un peu avec Kubrick aussi selon moi, et d'ailleurs aussi beaucoup avec James Cameron, c'est que plus ils avancent dans leur carrière, plus pour plaire un grand nombre de personnes à vraiment avoir une dimension universelle plus facilement, ils lissent leur style, ils se dégagent le plus possible de quelque chose de, comment dirais-je, personnel, pour vraiment proposer une mise en scène plate, facile à digérer, évidente. Alors que si on regarde le premier film de Cameron et qu'après Titanic, c'est impossible, si on n'a pas l'information, de se dire c'est le même réalisateur qui a fait ces deux films. C'est impossible. Et pareil avec le premier film de Spielberg, là, Duel, et ce qu'il va faire ensuite, et etc. J'ai envie de dire. Bon. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels on pourrait parler des heures en faisant plein de tunnels. Maintenant, je voulais surtout parler de cette histoire de venin noir. Et je pense qu'on va avoir d'autres surprises à ce titre. En liant ça évidemment avec le coco et les vavas. Vous voulez parler aussi d'infiltration aussi, cet archétype du machia, ok, mais il y a toujours plusieurs symboles dans un film, ou voire même dans un même symbole visuel. Ça, il va falloir écouter, pour ceux qui s'intéressent, l'émission assez vieille qui s'appelle La magie systémique et métamorphe, ou un truc comme ça, un des premiers live MSS, entre le 12 et le 16, je sais plus, qui vous explique vraiment que même dans un seul symbole visuel, il y a plein d'éléments mélangés, il y a plusieurs sens à ces symboles. Donc avec tous ces personnages comme Solid Snake, Snake Plissken, Arsène Lupin, James Bond, le comte de Monte Cristo, Hitman, le mec de Splinter Cell et compagnie, on est vraiment à la fois dans ce principe machianique où on essaye de matérialiser à travers l'inconscient collectif de dizaines de millions de gogoïs qui comprennent rien la venue de leur machia, qui pourtant est déjà venu puisque c'est sa bataille de vie. Autre sujet, on fera peut-être une émission entière là-dessus, mais j'en parle dans la trilogie Le Dernier Jour de l'Histoire. Et donc l'infiltration perpétuelle, qui est un de leurs principes fondamentaux pour contrôler les masses depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis le rejet du Christ en fait. Ils essaient de s'infiltrer pour détruire le christianisme. Non sans succès, mais enfin bon, comme j'explique à chaque fois, il y a quand même beaucoup plus de succès dans leur entreprise à partir de l'an 1000, parce que du fait d'être cette update caucasienne des Khazars, ça va leur faciliter grandement la tâche, puisqu'ils deviennent caucasiens. Voilà, autre sujet aussi largement abordé plein de fois sur cette chaîne. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette émission. Désolé pour les petits bruits, les petits problèmes de son. Soyez tous bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez trouvé des choses intéressantes dans cet exposé improvisé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et surtout, n'hésitez pas à bien comprendre tout ça. Il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Et à l'expliquer autour de vous. Et franchement, c'est pas la peine de parler de ma chaîne, à part si vraiment vous pensez que quelqu'un a les clés pour pas tout rejeter en bloc, parce que si c'est quelqu'un qui est toujours dans Harry Potter au sens propre, bon voilà, ça va pas forcément servir à grand chose. Mais voilà, d'une manière ou d'une autre, révélez tout ça autour de vous, parce que sinon, je vous le dis sans faire prendre conscience de certaines choses très importantes qu'on a pris dont on a pris vraiment conscience très récemment finalement. Depuis 2 ans, on va rester coincé au même stade.
C'est pas compliqué. C'est une des clés, je vous le dis, pour le futur, de prendre conscience de ces manipulations symboliques et surtout d'admettre que non seulement c'est un viol psychique permanent qui joue sur le fait que tant qu'elles ne sont pas conscientisées, leur pouvoir perdure, mais voilà, que leur pouvoir est bien réel. Voilà. Je suis un peu mélangé les pinceaux sur la fin de cette phrase, mais j'ai bien dit les 2 points que je voulais souligner ici. Allez, merci, bonne fin de soirée, journée, que Dieu vous garde, soyez tous bénis, même mes ennemis, et à très bientôt. Oui, je voulais vous proposer un ajout, parce que finalement ça rejoint ce thème de manipuler par le symbole. Pour bien vous faire comprendre, je pense que ça aidera certains à réaliser peut-être un peu mieux. Merci d'ailleurs d'avance à Foresta pour cet apport. Désolé, il va y avoir vite fait des bruits de fond, mais enfin bon, j'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas. C'est pas non plus assourdissant. Alors, ici on va parler d'une série de livres pour enfants qui ont été écrits par le directeur du FBI. Déjà ça commence mal, hein. Ça commence mal. Qui s'appelle Kash Patel. Donc il me semble que c'est lui qui récemment déclarait à qui voulait l'entendre, c'est-à-dire le monde entier, que ouais, le réseau Epstein c'est bon, arrêtez, il n'y a rien à voir, on a épluché tous les dossiers, affaire réglée, ce que va relayer par la suite Trump, fake news, voilà. Et justement, puisqu'on parle du serpent, ces livres, je vous mettrai aussi le lien en description si je le trouve, mais il suffit de taper Kash Patel, je sais pas moi, livre pour enfants sur Google en anglais, sachant que Kash Patel s'écrit K-A-S-H plus loin P-A-T-E-L, vous allez trouver ça, rien qu'avec les couvertures, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait Trump, Hillary Clinton et Joe Biden qui sont dépeints dans un contexte arthurien. Hein, avec des dragons, des rois, des sceptres magiques et compagnie, quoi. Hein. Et vraiment dans un truc pour enfants. Hein. Alors, un des livres s'appelle The Plot Against the King, le complot contre le roi. On a une méchante Hillary Clinton qui est cachée, enfin, qui trame quelque chose dans le dos d'un Trump victorieux. Ok. C'est une trilogie de livres pour les enfants. Hein, c'est vraiment pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à dire sur la symbolique, j'imagine, en les épluchant. Mais tout simplement, on a Trump et compagnie. Il y a même Joe Biden à un moment donné. Et on peut se poser la question, du coup... alors, il s'est lui-même utilisé, hein, Kash Patel, il fait partie des personnages de ce livre. Et c'est marrant parce qu'il se dépeint dans ce contexte comme un magicien. Hein. C'est d'ailleurs il est présent dans la couverture The Plot Against the King, juste derrière Trump. C'est le gentil magicien avec son sceptre. Bon, ok. Mais c'est quand même marrant, hein, qu'il s'illustre en étant magicien parce que c'est tout à fait ce qu'il est en fait. Hein. Faut bien comprendre les amis, hein, qui sont dans la magie et la manipulation symbolique en permanence. Hein, et je veux même pas savoir ce qu'ils font en privé, ces gens-là. Donc on a Trump, on va pas se répéter 150 fois. Là-dessus, on peut se dire, c'est vraiment un cas très intéressant pour comprendre comment ça fonctionne vraiment tout ça, en fait. On a un épisode numéro 3 avec Trump devant le dragon, avec le magicien qui l'aide à chaque fois. C'est des gros mégalos, ces gens-là, à chaque fois. Hein. Et Sleepy Biden, hein, c'est-à-dire Joe Biden, qui était à moitié en train de dormir pendant tout son mandat, qui est là, dépeint en train de dormir. Et c'est vraiment les têtes des gens correspondent tout à fait. Hein. C'est même pas caché. Hein. Je pense pas qu'ils s'en cachent d'ailleurs, tellement c'est flagrant. Bon, il y a un dragon qui s'appelle Doge. Faut savoir qu'aux États-Unis, Doge, D-O-J, ça veut dire Department of Justice. Hein, c'est relié au FBI et compagnie, d'ailleurs, ce bureau, on va dire, cette institution. Mais évidemment, voilà, le dragon, il s'appelle Doge pour Dragon of Jalapanos ou un truc comme ça. Bon.
je vérifie. It's not called Department of Justice, it's called the Dragon of Jalapenos. Bon, voilà. Il y a vraiment marqué Doge, hein, comme les initiales du bureau de département de la justice. Donc, faut savoir que c'est lui aussi qui a dit, après le psy-up de Charlie Kirk, qu'on se retrouvera au Valhalla, qu'il y a des photos de lui où il s'habille en viking, alors que c'est un hindouiste, c'est ridicule. Il est d'origine indienne. Hindouiste, je sais pas, mais il est d'origine indienne. Donc il est dans un délire heroic fantasy, comme tous les magiciens, hein, évidemment, depuis Chrétien de Troyes. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez... Alors, on est typiquement dans une série de livres qui sert à renforcer par la propagande le Trumpisme, Trump et compagnie. Bon, ok. Ceci étant dit, ces bouquins, ils sont écrits récemment. Ils s'adressent uniquement aux enfants. C'est des livres pour enfants. Alors, moi, ma petite question là-dessus, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Alors, évidemment, quand on parle de lui, la vidéo qui parle de lui dit que c'est un gogol, un mégalo, nanana, c'est de la propagande débile. Mais non, il est très intelligent. Pourquoi on fait de la propagande pour Trump, mais pour qu'il gagne une élection, qui maintenant d'ailleurs est déjà passée, dans des bouquins pour enfants, sachant que les enfants, a priori, tu vois la tranche des livres, tu vois que ça s'adresse à du 6-9 ans, quoi. Hein. Est-ce que les enfants de 6 à 9 ans votent ou une influence sur leurs parents? Est-ce que déjà, il y a un parent qui a écouté son enfant pour choisir pour qui il allait voter? Évidemment non. Alors, quel est l'intérêt de faire de la propagande pour Trump, sachant que quand ses enfants seront en âge de voter, il sera mort, Trump. Hein, il a 79, 78, un truc comme ça. En tout cas, il sera plus dans la course. Quel intérêt, hein? Eh bien, si vous comprenez ce que j'explique depuis 2 ans sur cette chaîne, vous comprenez pourquoi le mec fait ça. Hein? Déjà, les enfants, c'est tout simplement la catégorie sociale la plus répandue de la planète Terre. Ah, il y aura toujours plus d'enfants que d'adultes parce que les gens vieillissent et meurent et les jeunes adultes font... alors, la démographie baisse, mais enfin bon, font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 enfants, suivant les endroits du monde. Donc il y a toujours plus d'enfants que d'autres catégories générationnelles, on va dire. Donc quand on veut faire vivre un symbole dans la culture pour les enfants, on lui donne beaucoup plus de chances d'être nourri, d'être renforcé. On lui donne d'emblée beaucoup plus de pouvoir si c'est un produit qu'on va retrouver dans tous les supermarchés. D'autant plus qu'à l'âge adulte, plus on évolue, plus on va rétrécir son champ d'intérêt. Hein, moi, j'ai plus de figurines de Tortue Ninja comme quand j'avais 12 ans. Voilà. Il y a quelques années, j'en avais encore. Il doit y en avoir dans mon garage, mais je veux dire, j'en achète plus. C'est ça que je veux dire. Hein? Il y a beaucoup de choses que vous ne consultez plus. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux à 40 ans passés à lire Tintin ou Spirou, quoi. Alors, ça peut se faire, hein, c'est pas un crime de lire Tintin à 40 ans passés. C'est toujours moins débile que beaucoup de choses de notre époque, on sera d'accord. J'ai pas choisi l'exemple le plus pertinent là pour le coup, mais enfin bon. Vas-y, on va passer sur les exemples, vous avez compris le principal. Quand on est jeune, plus on est jeune, plus la culture est universelle. Tous les enfants de moins de... bon, encore un mauvais exemple, parce que là, je pourrais dire moins de 35 ans, moins de 40 ans même, aiment Pokémon. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui aimaient Pokémon quand ils avaient 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Maintenant, ils en ont 40, ils en ont plus rien à fiche. Moi, j'ai jamais aimé Pokémon, mais... il y a des choses que j'aimais avant que j'aime plus. Or, si on regarde les enfants à l'école aujourd'hui, ils aiment tous Pokémon. Quelqu'un qui aime pas Pokémon, qui a moins de 12 ans, il est vraiment bizarre. Alors, en vrai, il a plus raison que les autres de rejeter cet objet de manipulation systémique. Pokémon égale Pocket Monster, nanani, on a déjà parlé. Mais
c'est un moyen de s'exclure du social, hein, quand on n'aime pas Pokémon, tellement tout le monde aime ça. Et c'est pareil, il y a quelques archétypes comme Spider-Man à une époque, etc., etc. Donc comprenez bien que quand on vise l'enfant, c'est pour un effet immédiat à chaque fois. Cette magie, elle a un effet autour du moment où on la développe, cette magie systémique. Hein? Dans 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'impact de la psyop Charlie Kirk aura beaucoup moins de puissance dans l'inconscient collectif que maintenant. Ils trouveront d'autres choses, justement, pour ravigorer ces tensions, ce ordo-ab-chaos permanent, bien sûr. Mais cet événement en lui-même aura beaucoup moins d'influence que il en a en ce moment. Hein, l'influence de la Première Guerre mondiale, elle est bien moindre en 2025 qu'en 1919, par exemple. Vous comprenez le processus, hein, c'est quand même assez basique, c'est même débile ce que j'explique, mais c'est pour bien vous faire comprendre des choses qui sont moins bien captées par les gens. Donc, s'il y a cette série de livres à tel moment donné dans l'histoire de l'humanité et qu'elle vise tel public qui est donc l'enfance, c'est parce que l'enfance a plus de chances d'aimer ça et qu'elle est plus nombreuse que les autres générations et qu'elle est peut-être encore plus dans l'inconscient que, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans certains livres, parfois même de psychologie, elle conscientise beaucoup moins de choses, l'enfance, quoi que vous en pensiez. Il y a des choses qu'elle peut-être conscientise mieux que l'adulte, mais pas sur le culturel, pas sur la propagande. Ça, c'est plus on vieillit, plus on se rend compte de choses en général. Hein ? Donc ça, c'est quand même très important à comprendre. Pourquoi il y a cette série de livres, cette trilogie de livres pour la gloire de Trump, où lui-même se dépeint comme un magicien, là, vraiment, franchement, c'est un exemple magnifique. Hein. C'est tout simplement pour donner le plus de force possible à son projet à travers les enfants, mais pour un effet immédiat. C'est pas une propagande pour que les enfants votent Trump quand il sera mort, évidemment. D'accord ? Voilà, c'est la seule manière logique d'expliquer cette trilogie qui, je le rappelle, vient du directeur du FBI, très, très officiellement. Hein, vous pouvez vérifier ça en 2 clics. Qui est un fondu, un mage noir, un mage discordien, hein, comme Trump, comme Musk, comme Macron, c'est tous des gros mages, hein, en fait, hein, je suis désolé. Qui est donc la personne qui nous explique que dossier Epstein circulait, il n'y a rien à voir. Fake news. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aidera à affiner votre compréhension de la MSS, des manipulations symboliques systémiques, du système des serpents, la MSSSS, finalement on pourrait presque dire, appelez ça comme vous voulez, mais franchement vraiment le meilleur terme c'est, avant on disait magie symbolique systémique, c'est tout à fait vrai, hein. Après magie systémique de serpent, voire même, j'inverse là mais c'est pas grave dans la temporalité de cette sémantique, mais manipulation symbolique de serpent, c'est peut-être ce qui peut permettre aux gens de le comprendre le plus rapidement possible sans forcément rejeter directement le concept parce qu'ils vont entendre le mot magie quelque part. Donc quelque part, c'est sûr qu'à notre époque, si vous expliquez à quelqu'un tout ça est de la magie systémique, c'est normal, on peut pas leur en vouloir. Pour eux, la magie, c'est Harry Potter et ils adorent ça, mais ça n'existe pas en vrai. Ils prennent pas conscience que la magie, ça veut dire utiliser des forces psychiques engendrées artificiellement pour manipuler la matière, le monde matériel, les humains, la géopolitique, le religieux, etc. Hein, ça ne veut dire que ça finalement. Et quand des Gugus vous expliquent que je contrôle un démon qui va tyranniser mon ennemi ou me faire rendre amoureux, faire rendre une femme amoureuse de moi, on est toujours dans ce même principe où on contrôle des énergies psychiques qui émanent d'humains. Il n'y a pas de démons qui flottent comme ça, qui sont préexistants aux humains, comme le concept de djinn.
C'est des manières symboliques d'expliquer des concepts métaphysiques complexes, tout ça. Ça veut pas dire que c'est débile, cette histoire de djinn ou les histoires d'anges dans un contexte biblique. C'est tout sauf débile, ça explique beaucoup de choses quand on les comprend bien. Il y a des forces qui préexistent à l'homme et qui ont des teintes, déjà. Mais à notre époque, toutes ces forces, elles sont colorées par la psyché humaine au même titre que les dieux d'antan, qui étaient beaucoup plus humains que divins finalement quand on les étudie correctement, d'où leurs nombreux défauts corrigés depuis par le monothéisme, d'abord par le judaïsme et ensuite par le christianisme. Donc voilà, hein, si vous aviez des dieux incestueux, voleurs, menteurs, assassins, meurtriers, c'est parce que tout ça venait de l'homme, hein, avec le monothéisme et surtout grâce au christianisme, donc l'aboutissement final du monothéisme, souvent imité mais jamais égalé. On a un Dieu de lumière pure. Il n'y a même plus ce Dieu vengeur du début de l'Ancien Testament, du Pentateuque. Quoique, on peut le retrouver dans l'Apocalypse, finalement, à une période spécifique où l'humain mérite vraiment sa correction tellement il fait n'importe quoi. C'est-à-dire notre période. Mais on a un Dieu qui n'est que lumière. Il n'y a pas ténèbres, lumière égale Dieu comme chez les gnostiques ou les dieux païens où, par exemple, autant Osiris et Horus que Seth sont des dieux. Non, non, dans le christianisme, Dieu est uniquement lumière, vérité et amour. C'est les trois forces qui le caractérisent et le composent, les trois forces principales. Et Satan est toujours lié à l'humain, en fait. Hein. Dès la Genèse, il n'y a pas d'avatar de Satan sans humain. Symboliquement, ça vous explique bien que tout ça est relié à l'être humain, à une engeance de la psyché humaine collective. Mais donc, la magie, c'est instrumentaliser des forces collectives qui viennent soit de soi-même, soit d'autres humains, soit qui flottent comme ça dans les cieux, hein, tout simplement, dans les mondes psychiques, et qu'on va pouvoir contrôler pour ces fins, sachant qu'il y aura toujours un tribut à payer, ce que ne conscientisent pas les magiciens. Même, ils peuvent faire tout leur petite protection contre Kums, saut en fait, non, il m'arrivera rien si je fais le sort grâce au tabernacle magique de Salomon et l'œil dans l'hexagramme, plus l'incantation de je sais pas quoi. Non, non, il y a toujours, ça marche pas. Il y a toujours un tribut à payer. Ils vont toujours en payer le prix d'une manière ou d'une autre, eux ou leurs proches autour d'eux. C'est comme ça que ça marche depuis toujours, la magie. Et c'est qu'à partir du moment où les humains l'ont réalisé, qu'ils ont commencé à l'interdire. C'est pas juste pour faire chier les gens. C'est parce que c'est mauvais, ça engendre des mauvaises choses, du malheur. À ce titre, je vais me permettre un petit correctif sur la vidéo précédente où j'expliquais que c'est grâce au monothéisme qu'on arrête la magie. En fait, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est dur à déterminer parce que la magie est déjà interdite dans le zoroastrisme qui vraisemblablement précède la constitution du monothéisme hébreu. Bien que ça puisse se discuter, les spécialistes sont pas forcément d'accord là-dessus, mais enfin bon, a priori on a d'abord un monothéisme dualiste, donc un zoroastrisme hérité du mazdéisme, avant d'arriver à cette phase de monothéisme entre guillemets pur. Mais en tout cas, déjà le zoroastrisme rejetait et interdisait la magie, bien qu'il n'excluait pas une pratique et des considérations ésotériques, hermétiques, gnostiques, on pourrait dire, hein, avec un chemin initiatique. Mais ça, c'est un autre sujet que je connais d'ailleurs très peu. Mais voilà, on en reparlera peut-être un jour. Il y a peut-être eu une influence d'ailleurs de tout ça. Je parlais en début de vidéo de l'influence grecque, hein, on va dire, pour résumer, dans la mystique juive. Il y a peut-être aussi effectivement une influence zoroastrienne quand les juifs sont exilés à Babylone et qu'ensuite on a du Perse qui qui prend le contrôle de Babylone et qui libère les J. Peut-être, effectivement, je sais pas, qu'il y a eu une influence aussi. On voit certains noms d'anges comme ou certaines entités plutôt de la culture kabbalistique et même de la Bible, comme Lilith, qui apparaît dans je sais plus quel livre de l'Ancien Testament, bien que il y a juste son nom sans qu'on précise son identité, qui va devenir importante dans la culture kabbalistique, Lilith.
Bon, ça vient vraisemblablement tout ça de la culture mésopotamienne, pas zoroastrienne. Là, j'ai fait un petit raccourci, une petite erreur. C'est de la culture babylonienne, mais voilà. Le truc, c'est que le peuple hébreu étant probablement issu de la Mésopotamie, il y en a plein à la Bible, en fait, des influences mésopotamiennes, sumériennes, babyloniennes, on va dire, hein, pour résumer. Et d'ailleurs égyptienne aussi, ce qui pour moi tend à prouver que cette histoire de 400 siècles d'esclavage en Égypte est tout à fait vraie, hein, parce que ça, vous le savez, les historiens depuis les années 70 nous expliquent, en tout cas un grand nombre d'entre eux, que tout est pipeau dans l'Ancien Testament, qu'il n'y a jamais eu d'Hébreux en Égypte, voilà. Et quand on leur dit ouais, mais les Apirou, c'est quoi du coup, parce qu'il semblerait qu'ils soient nommés dans des documents égyptiens et que ça concorde au niveau du timing et tout. Ouais, non, mais les Apirou et les Hébreux, ça n'a rien à voir, c'est complètement faux. Ah bon? Pourquoi on dirait vraiment le même mot dans une autre langue, hein? Hébreu, Apirou, bon. Voilà, bref. De vastes sujets que je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller consulter. Comme des grands, peut-être qu'on en reparlera un jour. Il y a des choses plus importantes pour notre époque, mais enfin bon. Allez, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous aura peut-être éclairé un petit peu pour les nouveaux, mais en tout cas, vous avez vraiment des heures et des heures sur cette chaîne que vous pouvez écouter sur des mois et des mois pour bien le comprendre. Nous, on a découvert ça sur des mois et des mois. Je pense pas que ça soit très sain de se taper 10 vidéos dans la même semaine, à part si vraiment vous avez les reins solides, on va dire, parce que vous allez régulièrement tomber de haut. Mais allez chercher sur cette chaîne tout ce qu'il vous faut pour comprendre correctement ces concepts depuis l'épisode numéro 12. Il y a quelques erreurs, il y a quelques relents, résidus de ma période où je pensais qu'on pouvait être à la fois agnostique et chrétien. Ça a été corrigé dans la foulée, ne m'en tenez pas à rigueur. Ça fait maintenant quand même un bon paquet de temps qu'on est sur la même ligne et on va pas en changer. Par contre, on va continuer de corriger les erreurs. Si on en trouve et qu'on en constate, évidemment, rien n'est figé. Je suis pas parfait. Donc, que Dieu me pardonne mes erreurs, hein, d'ailleurs. Je fais vraiment de mon mieux. J'y passe beaucoup de temps à titre... voilà. Il n'y a aucun revenu sur cette chaîne, comme vous le savez. Il n'y a pas de Tipeee, il n'y a pas de Tapa, il n'y a pas de Tupu. Et il n'y a pas de produits à vendre. Je veux que ça reste le plus pur possible. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps, hein, d'études au niveau du sacrifice temporel. Bon, c'est quelque chose qui me plaît, vous l'avez compris, donc j'y trouve mon compte aussi, mais j'aimerais bien que ça ait un impact aussi, que ça serve à quelque chose à un moment donné, quoi. Que c'est un petit peu plus qu'une curiosité des profondeurs de YouTube pour 30 personnes. J'aimerais bien que ça... Voilà. En espérant que je sois pas le seul qui conscientisait tout ça et que voilà, si je fais mal le travail apparemment, puisque bon, il n'y a pas vraiment d'impact significatif, j'espère que d'autres le font mieux et ailleurs et que ça finira par donner quelque chose de conséquent. Allez, merci, que son règne vienne, soyez tous bénis et n'hésitez pas s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous garde.